Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon dîner. On va maintenant nous lancer dans un échange très important et très d'actualité, celui sur les régimes à prestations cibles, avec des invités qui ont une très grande expertise sur les régimes de retraite. Un de nos invités, François Littalien, animera le panel cet après-midi. Monsieur Littalien est coordonnateur de l'Observatoire de la retraite, chercheur régulier à l'IREC et professeur associé du département de sociologie de l'Université de Laval. Ses recherches portent sur la financiarisation de l'économie, la transformation des institutions publiques, l'économie politique des ressources naturelles et de l'agriculture au Québec, ainsi que le développement local et régional. J'invite maintenant M. Littalien à prendre la parole. Merci beaucoup, Myriam. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette antichambre de la retraite. Comme vous voyez, la forme se prête bien à l'exercice. J'ai la mission de vous garder réveillés parce que tout le monde sait que suite au repas, le premier événement est tout le temps un peu, disons, on doit garder votre attention. Je pense que la formule, là aussi, s'y prête bien. Alors, c'est un panel sur les régimes de retraite à prestations cibles. Les régimes de retraite à prestations cibles, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites à ce sujet-là. Il y a beaucoup de pressions aussi qui se font aussi bien dans l'industrie des fonds de pension que dans certains gouvernements pour mettre de l'avant un cadre législatif et réglementaire pour leur mise en place. D'une certaine façon, on pourrait dire que depuis 2008, donc depuis la crise financière, ce type de régime-là est apparu comme, je ne voudrais pas dire une panacée, mais comme the best show in town, au sens où il s'est présenté comme un instrument qui pouvait affronter les défis du 21e siècle. Donc, c'est pour cette raison-là, parce qu'on doit bien en parler et voir de qu'est-ce que ça mange, cette bébête-là, en hiver, qu'on a réuni pour vous un panel d'augustes spécialistes qui s'y connaissent très bien sur la question, qui sont réunis ici pour en parler. L'objectif du panel, c'est de faire le tour sans prétendre tout dire de ce type de régime-là, de ses contraintes, de ses caractéristiques, de ses défis, de ses limites aussi, et de discuter des enjeux que ça soulève pour les participants, donc aussi bien les cotisants, donc les salariés, que les retraités. Avant toute chose, avant de présenter vos panélistes, je voudrais quand même placer le ballon pour être certain qu'on a une base commune de discussion et s'assurer qu'on parle le même langage. Alors, régime à prestations cibles, pourquoi on appelle ça comme ça? Bien, essentiellement parce que la rente, elle fait l'objet d'une cible. On établit, lors des négociations, une cible qui doit être atteinte, mais cette cible-là peut bouger. Ce n'est pas une prestation déterminée, c'est une prestation cible. Donc, dans le temps, selon la maturité du régime ou les événements qui peuvent survenir, qui peuvent rendre instable le régime, cette cible-là peut bouger. Elle est versée sur une base viagère. C'est ce qui, d'ailleurs, la rend un peu plus intéressante, entre guillemets, pour les personnes qui ont des régimes à cotisation déterminée et donc qui peuvent survivre à leur capital. C'est une façon de rapprocher le régime de la famille des prestations déterminées sans en être un. La cotisation patronale, elle est fixe, sauf si le régime le prévoit. Alors, le type pur du régime à prestations cibles, la cotisation patronale, elle est fixe. Et c'est d'ailleurs le principal argument de vente de ce régime-là au cours des dernières années, c'est qu'il soustrait le risque financier à l'entreprise. Et on dit, en fait, selon certains régimes, par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a un régime qui s'appelle le régime à partage de risque, où à quelques reprises, selon des dispositions qui sont très bien encadrées par l'appareil réglementaire, la cotisation peut fluctuer. Mais pour l'essentiel, la cotisation patronale, elle est fixe, et la cotisation salariale aussi. Les excédents, lorsqu'il y en a, ils appartiennent aux participants du régime, et les fonds sont gérés collectivement à la façon d'une prestation déterminée. Donc là, on voit qu'il y a une coche au-dessus des régimes CD, au sens où on va mutualiser un certain nombre de coûts et un certain nombre de risques, donc les risques de vieillissement et les risques de placement. Et un élément important qui singularise ou qui différencie clairement le régime à prestations cibles du régime à prestations déterminées,
c'est le fait qu'en cas de déficit, il y a des mesures de redressement qui vont être mises de l'avant et qui vont être supportées entièrement par les participants, soit les participants actifs ou les participants retraités. On va augmenter les cotisations salariales. Là encore, de façon exceptionnelle, selon les types de régimes au Canada, on va ouvrir la possibilité que les employeurs augmentent aussi leurs cotisations, mais c'est quand même pas la règle. On va faire bouger la cible de la prestation à venir, donc on va envisager de la réduction des prestations futures des participants actifs. Et un élément qui, dans le fond, fait en sorte que tout le risque, d'une certaine façon, repose sur les épaules des participants, c'est qu'il y a un effet rétroactif qui est possible, advenant le cas où le régime est en situation financière précaire. On peut réduire la rente qui a été promise, qui a été fixée auparavant avec les participants. Donc, d'une certaine manière, prenons-le du côté là, de nous, humbles mortels. Ce que ça signifie, ce type de régime-là, du point de vue des risques, c'est qu'une personne, dans sa vie, peut passer 2 fois à la caisse. Il peut passer une fois comme participant, en voyant la hausse de ses cotisations, et il peut passer aussi comme retraité, où sa rente pourrait être éventuellement amputée. Donc, en gros, ça, c'est les caractéristiques institutionnelles présentées de manière très sobre. Il y a beaucoup de subtilités, mais en gros, c'est ce qui singularise ces régimes-là vis-à-vis des 2 autres grandes familles que sont les régimes à prestations déterminées et à prestations à cotisation déterminée. On dit, l'Office de québécois de la langue française a traduit une expression anglaise qui présente les régimes à prestations cibles comme des régimes à cotisation déterminée collectifs. Et d'une certaine manière, c'est probablement l'étiquette qui représente le mieux ce régime-là. Bien que là, je vais laisser ensuite la parole aux panélistes qui pourront me contredire si j'erre. Sur le plan historique, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années avec cette proposition-là? Alors, pour aussi loin qu'on peut remonter au Québec, alors en 2012, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu une tempête parfaite dans le secteur de l'industrie forestière, papetière, il y a des régimes, il y a des entreprises qui se sont mises sur la loi de la protection, la loi des arrangements des créanciers des compagnies, et qui ont demandé des aménagements législatifs pour pouvoir restructurer leur régime de retraite. Et à cette occasion-là, le gouvernement du Québec a légiféré à la pièce en octroyant à certaines entreprises du secteur papetier la possibilité de mettre en place un nouveau régime à prestations cibles. C'est le seul cas qu'on a au Québec dans le secteur papetier de régime à prestations cibles. En 2012, en Alberta, il y a une législation qui a permis d'appliquer les régimes à prestations cibles au-delà des régimes interentreprises, donc de l'offrir à des employeurs uniques. En 2014, le gouvernement conservateur de Harper a publié un document de consultation qui s'appelait Innover pour la retraite dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens, et dans lequel il proposait la création ou la mise en place d'un cadre législatif pour l'implantation des régimes à prestations cibles avec possibilité de rétroaction, c'est-à-dire de conversion des régimes à prestations déterminées en régimes à prestations cibles. Donc ça, c'est en 2014. En 2015, la Colombie-Britannique emboîte le pas à l'Alberta et se met au diapason avec cette province-là et essentiellement reprend les dispositions du régime de prestations cibles de l'Alberta. En 2016, c'est le gouvernement libéral fédéral qui est élu de manière massive sur la base d'une amélioration de la retraite au Canada. C26, c'est la bonification du régime public, du régime de prestations canadiennes. Et C27, c'est la proposition législative qui vise à implanter un cadre législatif pour la mise en place des régimes de prestations cibles. C'est, de certaine manière, sans imputer de mauvaises intentions au gouvernement libéral, on pourrait dire que ce qu'il a offert aux salariés et aux retraités d'un côté, il voulait se rattraper en proposant aux employeurs un nouveau type d'outil pour flexibiliser ou atténuer le risque financier des régimes. En 2017, et là, on est dans ce contexte-là, en 2017, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de tenir des consultations avec l'intention
de mettre en place lui aussi des régimes de prestations cibles. Et il y a eu la mise en place d'un comité technique dans lequel ont été invités à participer plusieurs parties prenantes, dont les syndicats, les employeurs et d'autres experts. Donc, on est rendu là aujourd'hui, en 2019. Les conclusions de ce comité-là vont être publiées incessamment et on va s'engager au Québec, manifestement, dans un débat qui va porter sur l'implantation ou non des régimes à prestations cibles. Donc, le panel d'aujourd'hui vise un peu, d'une certaine manière, à mettre la table pour ce débat collectif qu'on va avoir. Je vous présente sans tarder nos intervenants. Alors, tout au bout, Claudia Gagné. Claudia Gagné, qui est professeure agrégée en actuariat au département de mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal. Elle détient un baccalauréat en actuariat de l'Université Laval et une maîtrise en ingénierie financière des HEC Montréal. Et elle a œuvré pendant plus de 12 ans comme consultante en régime de retraite et en placement. Et fait à souligner, elle siège encore sur des comités de retraite et des comités de placement. Claude Lockhead est associé exécutif au bureau de Montréal Aon et dirige actuellement la pratique stratégie retraite de la région de l'Est. Monsieur Lockhead possède une vaste expérience à titre d'actuaire conseil, notamment dans les domaines de la gestion des placements et du financement des régimes de retraite. Et, fait à noter, il a été co-auteur d'une série de 4 guides qui ont été publiés par Aon sur les régimes de retraite à prestations cibles. Donc, M. Lockhead connaît très, très bien la mécanique de ces régimes-là. Et last but not the least, Serge Cadieux, que vous connaissez. Serge Cadieux, je faisais une blague tout à l'heure. Vous savez, il y a un organisme en France qui s'appelle le Comité de suivi des régimes de retraite. Le secrétaire de ce comité-là, on l'appelle le secrétaire perpétuel. Alors, sans vouloir dire que Serge s'identifie à ça, ça fait quand même déjà 6 ans qu'il est secrétaire général de la FTQ. Et durant toute sa carrière dans le mouvement syndical, il a acquis une solide expérience tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dans toutes les sphères d'activité de l'économie québécoise et canadienne. Et n'étant pas moi-même un membre de la FTQ, je peux dire que de l'extérieur, un des legs, sans faire d'oraison funèbre pour M. Cadieux, un des legs de Serge Cadieux pour la retraite au Québec, ça aurait été l'apport de la FTQ à l'amélioration des régimes publics, clairement. Donc voilà. Je ne voudrais pas avoir l'air de prendre parti ici, ce n'est pas mon objectif. On a concocté une série de questions pour les panélistes pour qu'ils puissent échanger. Donc, il va y avoir des séries de questions, puis il va y avoir des échanges ensuite. Pour commencer, d'abord, mettre la table à la discussion. Une question très simple, comme disait Richard Desjardins, une question niaiseuse. Pourquoi parle-t-on des régimes de retraite à prestations cibles maintenant? Pourquoi est-ce que les employeurs en particulier souhaitent autant leur mise en place? Alors, Claudia, d'abord, pour commencer. Oui, merci. D'abord, comme professeur, je dois répéter qu'il n'y a jamais de questions niaiseuses. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup de la part de la salle après le panel. Bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'on en parle? Bien évidemment, ça provient initialement de la situation financière très précaire qu'ont vécu les régimes de retraite à prestations déterminées. Dans les années, je parlais tout le temps des années récentes à mes étudiants, mais quand je leur parle de 2008, pour eux, ça ne veut rien dire, hein? Ils ont 20 ans. Mais pour nous, dans la salle, je pense que c'est très frais encore à notre mémoire. Donc, on a eu des creux en 2008, en 2013, du côté de la situation financière des régimes, évidemment principalement dû à des facteurs qu'on répète sans cesse et dont on se souvient. Marché financier avec des rendements très, très faibles, avec la crise financière de 2008, taux d'intérêt très bas en même temps, la mortalité, les tables de mortalité qui s'en sont mêlées en 2013. Donc, tout ça a créé une tempête parfaite là, pour une situation financière très difficile et qui était devenue insoutenable pour la plupart des employeurs. Et même, ça dépassait les employeurs, là, c'était rendu aussi, ça mettait beaucoup de pression, même du côté des participants actifs, considérant que la loi prévoit qu'on ne peut pas toucher aux services passés. Donc, tout ça a créé un besoin et une recherche de flexibilité.
Et les intervenants ont commencé à se poser des questions sur comment on pourrait aller chercher plus de flexibilité. Parce que ce qui entraînait en partie la situation financière précaire, outre les facteurs extra là, dont on a discuté, bien, c'est le fait que la promesse, elle était là et elle était pesante. Et quand il y a une promesse qui est si pesante que ça, et dont on ne peut pas se défaire, bien, il faut compenser ailleurs. Et là, on l'a vu avec les lois dans le secteur municipal, dans le secteur universitaire, on a dû commencer à toucher le service passé, les participants actifs. Donc, de là est venu, je pense, le fait que la flexibilité et la question de la fameuse promesse et qu'est-ce qu'on promet et à quel niveau, cette question-là est devenue plus envisageable, alors qu'avant, on ne voulait pas se poser la question. Merci. Serge Cadieux. Oui. Bien, la raison pour laquelle les employeurs en veulent, c'est pas compliqué. Il y a eu la crise de 2008 et une crise boursière qui n'a pas affecté juste le Québec, qui a affecté en fait tous les pays du monde et à peu près l'ensemble des régimes de retraite sur la planète se sont retrouvés avec des déficits de solvabilité. Et c'est l'employeur, en vertu de la loi, qui avait la responsabilité de combler les déficits de solvabilité. Bon, 2008 passe, 2009, 2010, les taux d'intérêt à long terme n'augmentent pas. Donc, les employeurs ont rapidement oublié que pendant 20 ans que les régimes étaient en surplus, qu'ils prenaient des congés de contribution, que l'inverse de ça, quand le régime était en déficit, bien, qu'ils devaient combler les déficits de solvabilité, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit que ça coûte trop cher, donc il faut changer le risque. Donc, le risque est absorbé par les employeurs. C'est ni plus ni moins que ça, là, un régime à prestation cible. Vous l'avez dit dans votre introduction, on ne garantit pas une rente, on fixe une cible. Et cette cible-là peut bouger et elle bouge toujours au détriment du participant actif ou du retraité. Donc, c'est un transfert de responsabilité qui a été fait d'avoir des régimes pleinement solvables. C'est un transfert de responsabilité qui a été transféré, qui veut être transféré des employeurs vers les participants actifs et les retraités. Bon. Autre élément aussi important, moi je pense à dire, c'est que au Québec en particulier, il y a d'autres instruments qui ont été réfléchis pour accorder, je dirais, une souplesse ou un meilleur financement au régime à prestations déterminées. Moi, je le sais, pour la FTQ, c'est moi qui ai participé aux travaux du Comité consultatif du travail de la main-d'œuvre qui avait été mis sur pied à l'époque par le ministre Sam Hamad, au lieu de faire la même job que Pierre Moreau avait fait dans les municipalités. Lui, il a décidé de convoquer partie patronale et syndicale et dire y a-t-il moyen de trouver des solutions autres que d'aller dans le même sens que les municipalités puis revoir les droits octroyés déjà sur le service passé à des participants actifs et même à des retraités. Et quand on a entamé les travaux au CCTM, je me souviens très bien, en face de moi, il y avait le président du conseil du patronat, Yves-Thomas Dorval, et il me disait « Serge, nous autres, on est d'accord pour des régimes à prestations déterminés, mais il faut que les employeurs trouvent que c'est encore attractif. Donc, il faut contrôler le financement de ces régimes-là. » Et on s'est mis à travailler et on a trouvé une solution où on a enlevé le test de solvabilité, parce que c'était ça, hein, le gros problème. L'employeur, puis je peux comprendre, l'employeur qui prévoit verser une cotisation, puis je donne un chiffre comme ça, 7 % de la masse salariale dans le régime de retraite, puis quand il arrive à la fin de l'année, qui est obligé de faire une évaluation actuarielle parce qu'il n'est pas solvable, qui est obligé d'en verser un 10 supplémentaire, année après année, on n'est pas fou, on sait qu'il y a un problème là. Il faut trouver une solution au problème. Et la solution au problème, on l'a trouvée. On a enlevé le test de solvabilité. On a créé un nouveau mode de financement pour la capitalisation en mettant un fonds de stabilisation pour nous assurer
que la cotisation Juppot-Yoyo qu'Amel a fait. Et le projet de loi est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Et on dirait que les employeurs ont oublié qu'au Québec, les règles de financement ont été modifiées et qui continuent aujourd'hui à dire bien, ça nous prend un autre type de régime dont la responsabilité n'est pas sur nos épaules. Moi, je pense qu'il y a un grand pan, là. Ça veut dire, ça me fait un peu de peine parce que c'est comme si on a travaillé pendant 2 ans pour rien. Et on le voit beaucoup, nous, là, quand on négocie des conventions collectives, particulièrement dans les multinationales, où la shot est calée par le conseil d'administration ou par la direction dont le siège social n'est pas au Québec. Puis c'est un peu idéologique de dire on ne veut plus toucher à ça, un régime à prestations déterminées. Donc, il faut que la responsabilité repose sur le dos des salariés et des retraités, ou sur n'importe qui, sauf sur les épaules des employeurs, mais il oublie de voir que dans chacune des législations, il y a différentes choses qui ont été faites. Et au Québec, entre autres, moi, je peux vous dire qu'un régime à prestations déterminées ne coûte pas plus cher à un employeur qu'un régime à cotisation déterminée au moment où on se parle. Et c'est triste qu'on veuille vouloir aller sans avoir essayé les mécaniques, parce que c'est le 1er janvier 2016, c'est hier, ça. Là. On peut au moins se donner une dizaine d'années pour voir les nouvelles règles de financement en vertu de la loi sur les régimes complémentaires, qu'est-ce qu'ils ont donné. Puis si ça ne fait pas le travail, bien, on aura toujours la possibilité une option de revoir les choses. Claude Loquet. Pour faire du pouce un petit peu sur ce que dit Serge, Serge, on a travaillé 2 ans sur le projet de loi 57, la réforme du cadre de financement dans le secteur privé. Mais les professionnels, là, ça fait plus que 10 ans qu'ils travaillent à rendre plus pérennes les régimes de retraite. La baisse des taux d'intérêt auxquels Claudia faisait référence, ça a commencé au début des années 2000. Les problèmes de solvabilité ont commencé après l'éclatement de la bulle technologique en 2002-2003. Dès 2006, il y avait plein de sonnettes d'alarme sur la solvabilité qui n'était pas ou qui était un frein pour la pérennité des régimes de retraite. Donc, ça fait quand même plus de 10 ans que les professionnels travaillent à trouver des modèles pour rendre les régimes de retraite plus pérennes. Un de ces modèles-là qui a été élaboré, c'est le régime à prestations cibles. Mais je vais revenir sur la réforme du secteur privé, parce que moi aussi, je trouve ça triste, Serge. Je pense que la réforme qui a été faite, c'est une réforme tout à fait responsable. Et quand on regarde les effets de ce cadre de financement-là, si vous avez dans vos régimes de retraite fait des projections sur de longues périodes, vous allez voir que le niveau de risque est tout à fait acceptable pour la majorité des employeurs. Le problème n'est pas sur le niveau de risque, sur la cotisation, je pense. Le problème pour les employeurs aujourd'hui, il y a 2 problèmes. Un, probablement que les gouvernements ont été trop lents à réagir. Dans les municipalités, ça faisait 10 ans que la solvabilité n'était plus là. S'ils avaient réagi auparavant, peut-être qu'on aurait un autre résultat. Le deuxième problème, c'est les états financiers. Les normes comptables font en sorte que les employeurs ont encore beaucoup de volatilité dans leurs états financiers. Alors, le régime à prestations cibles, dans le fond, c'est une solution de l'industrie pour dire qu'on a un modèle de régime qui est pérenne, qui répond à ce genre d'argument-là. Tu as posé la question, pourquoi les employeurs souhaitent-ils autant les mettre en place? Je ne pense pas que les employeurs souhaitent en mettre en place. Si on posait la question aux employeurs, ils vous diraient, on veut mettre en place des régimes à cotisation déterminés, probablement, tant qu'à se débarrasser du risque. Je pense que la solution d'un régime à prestations cibles ou d'un autre régime mitoyen, c'est une solution de compromis. Puis prenez l'exemple des papetières en 2012. C'est un secret de polichinelle, mais les papetières, ce qu'ils voulaient faire, c'est de mettre un régime à cotisation déterminée sur place. C'est les syndicats qui sont arrivés, non, on veut sauver une certaine forme de garantie, on veut sauver une certaine forme de collectivité des risques, et on propose une innovation qui n'existe pas, on va l'inventer, on va demander au gouvernement de légiférer par rapport à ça. Et le régime à prestations cibles est né d'un besoin de répondre à un employeur qui voulait mettre sur pied un régime à cotisation déterminée. Alors, si on posait la question, ce n'est pas les employeurs qui veulent les mettre en place. Par contre, si vous le proposez aux employeurs plutôt qu'un régime à cotisation déterminée, les employeurs vont embarquer là-dedans.
Justement, c'est une question incidente par rapport à votre autre intervention. Est-ce que vous pensez que ces régimes-là s'adressent d'abord à des employeurs qui seraient intéressés à mettre en place des régimes CD ou qui voudraient convertir des régimes PD en régime CD, en régime à prestations cibles? Rapidement. Oui, moi, rapidement, je pense que c'est rare un employeur veut mettre en place un régime, je suis d'accord avec toi. Ils veulent convertir un régime PD en quoi où ils n'ont pas la responsabilité. Et moi, je pense au Québec, là, depuis trop longtemps, il n'y a pas de nouveau régime qui a été mis en place. Ouais. Dans le fond, ce qui s'est fait dans les 15 dernières années, c'est des transferts des régimes PD au régime CD. Et quand tu disais tantôt, ça fait longtemps que la situation perdure, bien, moi, je me souviens aussi d'avoir travaillé avec beaucoup d'actuaires qui me disaient, tu sais, Serge, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel. 3 ans après, c'est conjoncturel. Là, à un moment donné, parce que, c'est ça, à un moment donné, oui, mais c'est devenu comme inévitable, mais on aurait pu s'attaquer plus rapidement aux règles de financement. Moi, je pense, la problématique, c'est les bons, là, on n'avait pas un cadre législatif qui pouvait assurer un financement sans trop de grandes fluctuations. Et la journée où on s'est dit, bien, on va s'adresser à ça, parce qu'il y a eu des mesures d'allègement, là, on se rappelle, là, sur 5 ans, passer à 10 ans, du lissage, etc. C'était des mesures temporaires, parce que tout le monde disait, ça va être temporaire, il faut regarder la courbe sur une période de 25, 30, 35 ans. Mais la journée où on a décidé qu'on s'attaque véritablement au problème et qu'il faut changer le cadre législatif, parce qu'il faut se rappeler aussi là, qu'à l'époque, si ton régime était solvable de plus que 105 si tu ne dépensais pas, tu avais des congés de contribution. Donc, c'est la législation au complet qu'il fallait revoir pour assurer que nos règles de financement vont faire face à des fluctuations des règles boursières. C'est un bel exemple un exemple d'un gouvernement qui était long à réagir, les règles fiscales. De limiter les surplus des années 90 dans les régimes de retraite à 10 %. Oui, je pense que oui. Ça a amené beaucoup d'employeurs, de groupes, soit à dépenser les surplus pour bonifier, ou soit à prendre des congés de cotisation. Alors que, puis on le sait aujourd'hui, là, les réserves qu'on maintient des régimes de retraite, c'est beaucoup plus que 10 %. Alors qu'on sait aujourd'hui que la réponse raisonnable, responsable, aurait été à cette époque-là de mettre plus d'argent de côté. Ça, c'est clair. Puis si on avait mis plus d'argent de côté, nos régimes seraient moins à risque. Peut-être un élément, je voudrais ajouter, les régimes à prestations déterminées. On parle souvent de régime à prestations déterminées. C'est le meilleur régime au monde, la rente est garantie. Oui, la rente est garantie tant et aussi longtemps que l'employeur est solide financièrement et qu'il ne fait pas faillite et qu'il ne termine pas. Il y a trop d'exemples encore aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu des terminaisons de régime avec des employeurs insolvables où les rentes ont été coupées. Donc, les modes de financement étaient à revoir, et ça, ce n'est pas depuis 2016, c'était depuis il y a 15 ans. Puis je répète, là, le cadre de financement de 2016 est probablement adéquat. Malheureusement, c'est peu trop tard. Beaucoup de régimes sont déjà à 2 vitesses. Vous savez ce que c'est quand vous les avez négociés. On garde le PD pour les employés existants, puis on rentre les nouveaux dans un régime à cotisation déterminée. Mais là, on n'a plus le droit pour le futur. On n'a plus le droit d'en faire de nouveaux. Oui, mais attends, on va ramener ça pour le passé aussi. Là, on a un engagement du gouvernement là-dessus. Bien, le jour où ça va arriver, justement, le jour où l'engagement du gouvernement arrive, il faut éliminer les disparités de traitement existantes. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Les syndicats vont demander, on embarque tout le monde dans le PD, c'est parfait, il a ma garantie d'emploi jusqu'à ma retraite. Bien, probablement que les employeurs vont dire, non, on va prendre l'opportunité pour envoyer tout le monde dans le CD. Moi, je pense que là, ça va devenir intéressant d'avoir une formule, un régime de rente qui continue à mutualiser les risques plutôt que d'envoyer tout le monde dans une cotisation déterminée. Attends, je voulais laisser parler aussi. Pas facile. C'est pas facile de s'intégrer dans la conversation avec ces deux personnes-là. C'est la passion qui parle. Vas-y, Claudia. Bien, je voulais juste faire du pouce un peu. Claude a mentionné les régimes à prestations déterminées étaient très appropriés, très adéquats dans la mesure où on dit la rente est garantie puis on était capable de la garantir. J'ajouterais aussi le concept de dans la mesure où les différents groupes, les différentes cohortes de participants y trouvent leur compte.
Alors, on discute beaucoup en ce moment du concept d'équité intergénérationnelle et le type de modèle, le type de régime prestation déterminée traditionnelle pure convient dans la mesure où chacune des cohortes perçoit qu'elle en a pour son argent. Et là, on était rendu à un déséquilibre flagrant, comme on a constaté, où on se met à toucher le service passé. Les retraités sont un peu, et là, je pèse mes mots, là, un peu touchés, mais à peine. Et là, c'est là qu'on peut observer, et on a peur, les différents intervenants en ce moment ont peur que les jeunes participants se désengagent des régimes, ne veulent plus adhérer à ces régimes-là, parce qu'ils se disent, moi, j'embarque là pour payer une très grosse cotisation, pour payer quoi? Des rentes aux retraités, et je ne suis plus certain que je vais obtenir ce qu'on m'a promis, entre guillemets. Alors ça, je pense que c'est un élément aussi là, qui est comme corollaire, là, qui est présent dans toutes les discussions. Dans le contexte. C'est sûr que l'élément principal, c'était vraiment la volatilité des cotisations puis la situation financière précaire, mais est survenu aussi cet enjeu-là d'équité intergénérationnelle. Parfait. Du point de vue des participants, les régimes à prestations cibles, c'est quoi les avantages, de façon très générale, Claude? Comment on pourrait qualifier, caractériser les aspects pour un participant? Alors, si on se met dans la peau d'un participant, c'est sûr que, dans le fond, on est habitué, là, dans l'historique des régimes de retraite, à voir les régimes de retraite de façon binaire. C'est soit un PD, soit un CD. Là, il faut penser qu'une prestation cible, c'est quelque part entre les deux. Là. C'est sûr que si je suis un participant, ma préférence, c'est d'être dans un régime à prestation déterminée, généreux, avec un employeur qui est solide financièrement, puis que je suis convaincu qu'il va être là pour les 50 prochaines années. Ça, c'est ma préférence. Il vaut mieux être heureux et en santé que pauvre et malade. Exactement. Mais qui aurait dit dans les années 90 que Nortel ne serait plus là quelques années plus tard? Donc, dans le secteur privé notamment, puis à la vitesse où les technologies changent, il n'y a pas beaucoup d'employeurs, il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent garantir, subsister encore pendant plusieurs dizaines d'années. Ça change trop vite. Alors, si je me remets dans la peau du participant, c'est quoi les avantages du prestation cible? Pour faire l'exercice, je vais vous le comparer en premier par une cotisation déterminée, puis après à une prestation déterminée. Alors, par rapport à une cotisation déterminée, si je suis dans une prestation cible, évidemment, j'ai l'avantage de la mutualisation des risques. Je ne suis pas seul à supporter mon risque de placement, à supporter mon risque de longévité. Le risque de placement, c'est facile à voir. Vous avez tous des REER à gérer. Vous savez comment que ça peut être difficile, des fois, de prendre des décisions individuelles. Alors, quand c'est dans un régime de prestation cible, c'est comme vos régimes à prestation déterminée, c'est géré de la même façon. Le risque de longévité, c'est la même chose. Si vous avez seulement des REER pour la retraite, puis là, vous dites, bien, combien je peux retirer chaque année? Bien, votre planificateur financier va vous dire, bon, on va assumer que tu vas mourir à 95 ans, puis peut-être plus tard. Bien, la réalité, c'est que ça se peut que ce soit beaucoup plus tôt. Donc, ça se peut que vous ne profitiez pas de votre argent autant que vous le devriez, si vous êtes dans la cotisation déterminée. Une prestation cible, bien, on mutualise le risque de longévité. C'est comme une prestation déterminée où vous avez votre rente en fonction de l'espérance de vie. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plus de côté pour rien. Alors ça, c'est le premier avantage. Meilleure planification financière par rapport à un CD, il y a une cible. C'est sûr que la cible n'est pas garantie, mais la mécanique habituellement est faite pour qu'on soit assez proche de la cible puis peut-être la dépasser. Donc, si vous êtes un participant actif, vous connaissez votre cible, vous avez une projection de votre cible, vous avez une meilleure visibilité sur votre revenu de retraite qu'un CD. Si on compare à un PD traditionnel, un des avantages dans la prestation cible, les surplus appartiennent aux participants. Donc, ça va bien, on va bonifier les rentes. Ce ne sont pas un congé de cotisation pour l'employeur. On va bonifier les rentes. Les rentes des participants actifs puis des retraités. Parce que l'élément premier, je dirais la qualité première d'un régime à prestation cible, puis je suis content que ce soit la professeure qui l'a adressé, c'est l'équité. L'équité entre les participants, entre les générations de participants. Flexibilité. Le régime à prestation cible, à moins que la législation vienne mettre un cadre très serré sur ce que on doit retrouver là-dedans,
Jusqu'à présent, là, c'est un cadre qui est relativement flexible, puis on peut faire le design de régimes là, qui sont bien adaptés. Dernier avantage, dans un régime à prestation cible par rapport à un PD, comme les risques sont supportés par les participants, en termes de gouvernance, le régime est conjointement géré, puis des fois majoritairement géré par les participants. Donc, une plus grande implication dans la gestion du régime de retraite. Serge. Bien, moi, si je me mets dans la peau d'un participant et que j'ai le choix d'un régime de retraite, ce qui va me plaire le plus, c'est de savoir comment je peux planifier et je vais être en mesure de planifier quel montant je vais avoir à ma retraite. Et ça, le seul régime qui me le donne, c'est le régime à prestation déterminée. Donc, est-ce que, comme Claude le mentionne, c'est sûr, si tu compares avec un REER ou avec une cotisation déterminée, donc il y a une panoplie, mais je veux dire, dans la perspective d'un participant, c'est lui qui a la responsabilité d'assumer les déficits. C'est une cible, il se fixe une cible, il finance une cible, et à un moment donné, il peut avoir décidé que lui, il avait aligné ses choses pour prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, puis à l'âge de 58 ans, le régime devient mature, il y a un problème important de déficit, et là, bien, sa rente, elle change. Elle ne change pas juste pour le futur, ce qui est contraire pour un régime à prestation déterminée. Ton régime à prestation déterminée, tu peux changer les règles dans un régime à prestation déterminée s'il y a un gros déficit, mais pour le futur, ce qui est dans le passé est acquis. Donc, ça peut changer ta planification de ta retraite, peut-être pour 6 mois, 1 an, mais là, dans un cas d'un régime à prestation cible, la vie peut changer par ordinaire. Finalement, dans un projet de retraite, finalement, tu es peut-être obligé de continuer à travailler 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans de plus. Là, ça vient de changer complètement la donne. Donc, c'est sûr que si vous me demandez, c'est-tu plus avantageux d'avoir un CD que d'avoir un régime de retraite? Je me dis oui, c'est plus avantageux d'avoir un CD que d'avoir de régime de retraite. Mais c'est-tu une alternative intéressante entre un régime à prestation déterminée puis un régime à prestation cible? À mon point de vue, non. Point de vue du participant, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un régime à prestation déterminée. Et ce que je disais tantôt, ce qu'on a vu à date, là, c'est pas des nouveaux, premièrement, ça n'existe pas au Québec, des régimes à prestation cible dans l'industrie du papier, puis c'était des groupes à FTQ. La nuance que je ferai avec toi... Il y a un groupe CSN. Oui, il y a un groupe CSN. Mais la nuance, là, c'est que les entreprises menaçaient de faire faillite. C'était pas juste un problème de financement des régimes de retraite. C'est un problème, on reste ouvert ou on ferme. Donc, la perspective est complètement différente. Là. C'est pas juste les retraités qu'on touchait, on touchait aussi les travailleurs qui avaient un job là, puis qui travaillaient. Donc, la conjoncture était une communauté, la conjoncture était totalement différente. Claudia, complétez. Oui, donc, évidemment, ça dépend beaucoup du point de départ. Là, comme Claude l'a bien évoqué, si on part d'un régime à cotisation déterminée, c'est certain qu'un régime à prestation cible est préférable du point de vue du participant. Et ça, c'est pour des raisons de mutualisation. Si on part d'un régime à prestation déterminée, bien, moi, je vois 2 situations quand même assez différentes, là. Le régime de prestation à prestation déterminée qu'on a vécu dans les années 80-90, bien sûr, c'est préférable pour le participant d'avoir un tel régime. Puis Serge, vous en parlez de façon très éloquente, mais on a vu que ce type de régime-là avait ses grandes limites et que ces limites-là ça fonctionne bien, ces régimes-là, tant que, tu l'as dit tantôt, Claude, tant que la situation économique, financière des marchés est raisonnable, sans trop grande volatilité, tant que la solidité financière du promoteur est présente. Mais si on n'a pas ces conditions que j'appellerais les conditions idéales, bien, on risque de frapper le mur. Et là, c'est là qu'on arrive avec des équilibres importants, des transferts entre générations
qui sont une faille très importante, je pense, du régime à prestations déterminées traditionnel pur. Puis là, moi, je ne suis pas de l'école où je mets à la poubelle le régime à prestations déterminées, pas du tout. Je suis participante d'un régime à prestations déterminées à mon université. Et il fonctionne bien et on est un des seuls qui n'a pas été obligé de se restructurer. Donc, il peut être adéquat, le régime à prestations déterminées pure, mais dans certaines conditions qui ne sont pas idéales, je trouve que du point de vue d'un participant, c'est un grand risque. C'est un risque d'éventuellement frapper un mur et que le législateur est obligé d'intervenir pour toucher le service passé, comme on l'a vu dans le secteur municipal. Et ça, dans ces conditions bien précises-là, je pense que d'autres outils, comme la prestation cible, on n'en a pas encore parlé, mais comme un régime de retraite à financement salarial pourrait être aussi une solution, devraient être envisagés. Bien, parlons-en du RRFS. Ça existe déjà, ça fait partie de la boîte à outils que le Québec s'est doté pour pouvoir faire face à la volonté des employeurs de ne plus prendre le risque associé au régime. Pourquoi est-ce que le RRFS, là, je me prends 30 secondes pour Serge Cadieux, pourquoi est-ce que le RRFS ne ferait pas la job? Je vous pose ça, parce que Serge, je connais la réponse. Je veux savoir votre... Bien, je peux peut-être répondre. Je ne le cache pas, je suis membre de comité membre indépendante de 2 RRFS. Le RRFS, la question pure et simple et bête à « il fait-tu la job? » Oui, je pense que le RRFS fait la job. C'est la réponse simple. Puis le RRFS, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, expliquer très simplement, c'est comme un régime à prestations déterminées où on finance l'indexation, mais on ne la promet pas. Ce qui crée, évidemment, une énorme réserve, parce que l'indexation, on sait que c'est la prestation accessoire de loin la plus coûteuse. On peut parler de quoi? 30 probablement de la valeur d'une rente indexée provient de l'indexation. Alors, en créant ce coussin de sécurité-là, on dit à nos participants, on te promet une rente de base avec tout ce que ça comporte, là, prestations de décès, etc. Ça peut être des rentes temporaires s'il y a lieu, tout ce qu'un régime à prestations déterminées pouvait contenir auparavant. Mais l'indexation, on la finance, donc on la paye, on la cotise, mais on ne la promet pas. Et ce coussin de sécurité-là vient nous aider s'il y a des éléments défavorables qui apparaissent comme des creux dans les marchés boursiers, etc. Bon, ça a la qualité de son défaut, ça a le défaut de sa qualité. C'est la seule faille que moi, je trouve, puis je serais curieuse d'entendre les autres participants, puis même les gens de la salle là-dessus. Ça a le défaut de sa qualité parce que ça crée un énorme coussin, donc on est très conservateur. Donc, c'est presque assuré qu'on va être capable de le payer, la prestation de base. Par contre, c'est un énorne coussin. Et là, il y a des intervenants qui argumentent, puis là, moi, je ne vais pas trop me positionner là-dedans, mais qui peuvent argumenter, évidemment, que c'est peut-être pas si efficace que ça comme moyen. Y a-t-il une perte d'efficacité dans le financement quand tu te mets un tel coussin? C'est comme la ceinture et les bretelles. Oui, il y en a, c'est ça. Donc, ça fait, pour certaines personnes, puis même certains actuaires, ça fait un petit peu mal d'en financer autant, sans avoir toute la flexibilité de la payer, parce qu'évidemment, la loi, comme la loi le prévoit actuellement, les conditions avec lesquelles tu peux aller te chercher dans ce coussin-là sont quand même très restreintes, pour des bonnes raisons. Claude, rapidement, sur ce sujet-là. Je pose la question, est-ce que le RRFS fait la job? C'est-à-dire, est-ce qu'on a, pour les participants, est-ce qu'on n'a pas tout ce qu'il faudrait déjà? Si je prends le point de vue de l'employeur, le RRFS fait la job parce que, comme le régime à prestation cible, il y a une cotisation qui est fixe et qui ne bougera pas. Okay? Pour les participants, puis je vais faire du pouce sur ce que Claudia a dit, le coussin, qui est quand même qui est très important, là, ce que ça fait, et je pense que c'est le défaut de la qualité, effectivement, c'est un petit peu d'iniquité intergénérationnelle.
comme le coussin est très gros, il faut vivre longtemps pour en profiter, dit autrement. Alors que dans une prestation cible qui est plus flexible, on peut choisir un petit peu plus la hauteur du coussin et le niveau de sécurité qu'on veut avoir. Puis, évidemment, plus tu es proche des hypothèses qui sont justes, là, sans coussin, plus tu es proche de l'équité, si tu veux. Mais ça prend toujours un coussin, parce que les gens n'aiment pas ça avoir des mauvaises nouvelles, et que ça prend un coussin. Mais plus ton coussin est gros, plus tu vas créer un petit peu d'iniquité dans ce genre de régime-là. Mais le véhicule est là, effectivement. C'est pas un cotisation, c'est beaucoup mieux qu'un cotisation déterminée. C'est presque un prestation déterminée. Puis pour l'employeur, bien, la cotisation est fixe. Donc l'employeur, il trouve son compte. Moi, je dis que ce n'est pas presque une prestation déterminée, c'est une prestation déterminée. C'est la raison pour laquelle les marges sont aussi grandes. Non, parce que la vertu d'un régime de retraite, c'est de ne pas revenir après 10 ans et dire, bien, ce qu'on vous a promis, il faut le modifier. Puis c'est ça qu'on fait avec un régime à prestation cible. Et un régime de retraite à financement salarial comme on a à la FTQ, moi, je peux vous dire, ça fait 12 ans. On a pleinement indexé ce régime-là les 12 dernières années. Sans aucun problème. On a encore nos coussins et surtout, jamais on va revenir à un retraité à dire « Hey, cette valeur, tu as pris ta retraite, mais by the way, là, notre régime est en problème, puis il faut réduire tes rentes. » Jamais on va faire ça. Il y a les mêmes garanties qu'un régime... c'est un régime à prestation déterminée, donc c'est normal qu'il y ait les mêmes garanties qu'un régime à prestation déterminée. Moi, je peux te dire, pour avoir travaillé dans des gros régimes à prestation déterminée, puis on a travaillé ensemble dans ce régime-là, le régime de la Commission de la construction du Québec. C'est un régime à prestation déterminée, sauf que l'indexation n'était pas garantie. Ça dépendait de façon ad hoc des surplus. Donc, ça existe dans un régime à prestation déterminée. Le problème des régimes traditionnels PD, que c'est en fonction des surplus, peut-être que justement, on ne se conserve pas suffisamment de marge de manœuvre pour espérer indexer les rentes de nos retraités, mais dans un régime bien administré comme le RRFS FTQ, on est capable de le faire. Puis à date, en 12 ans, on a toujours pleinement, rétroactivement indexé les rentes de tous nos retraités. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'un régime à prestation cible, puis ça ne coûte pas plus cher à l'employeur, tu l'as dit. Exactement. Donc, tu devrais convaincre tes clients, au lieu de s'en aller d'un régime à prestation cible, de s'en aller dans un RRFS. Serge, tu as prononcé le mot retraité, qui est quand même, c'est des anciens participants actifs, c'est des participants au régime comme bénéficiaires de rente. De leur point de vue, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, la mise en place des régimes à prestations cibles? C'est une très mauvaise nouvelle. Hein? Puis j'écoutais tantôt ma collègue dire il y avait une espèce d'iniquité. Les retraités, on ne pouvait pas le toucher. Puis c'était tout supporté sur le dos des participants actifs. Bien, là, on fait changer. Là, on vient de changer ça carrément de l'autre côté. Là. Quelqu'un est à la retraite, il n'a plus la chance de se refaire. Je veux dire, ça fait 5-6 ans que tu es à la retraite, là. Tu es déconnecté de la profession que tu exerçais avant, à moins d'aller travailler chez Rona ou flipper des boulettes chez McDonald's. C'est quoi ta possibilité de revenir sur le marché du travail? Puis là, tu apprends qu'il y a une catastrophe dans ton régime de retraite, puis que tu es obligé de baisser ta rente d'un montant assez... de 15 de ton montant. Bien là, ta vie vient de changer pour ordinaire. C'est pas fait pour ça. Dans notre perspective à nous, les représentants des travailleurs et des travailleuses, c'est d'envisager la retraite avec l'espoir de vivre dignement à la retraite. Donc, c'est de t'assurer que le temps que tu travailles, tu vas te ramasser un capital qui va te permettre de pouvoir prendre ta retraite selon les tables de mortalité sans avoir à te soucier, à moins que tu fasses des dépenses folles, là, mais à continuer à avoir le rythme de vie que tu as au début de ta retraite jusqu'à ton décès, dans le fond. Là. C'est ça qu'on doit mettre en place. C'est ce genre de régime de retraite-là qu'on doit mettre en place. Et dans un régime à prestation cible pour les retraités, il n'y a rien de garanti là-dedans. Donc, honnêtement, c'est encore pire que pour un participant actif, parce que le participant actif peut décider, lui,
On vient de réduire de 15 %, il peut dire, ben oui, je prévoyais prendre ma retraite dans 2 ans, je vais continuer à travailler 3 ans. Celui qui est à la retraite depuis 5 ans, là, qui va rappeler l'employeur, dire, hey, es-tu prêt à me redonner ma job? Pas certain que ça va fonctionner de cette façon-là. Donc, c'est la pire des situations, c'est pour le retraité dans un régime à prestation cible, c'est clair. Claude, est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Non, pas tout à fait. Premièrement, Sois objectif, je vais être très objectif, ça va. Premièrement, pour les retraités, ils sont à risque même dans une prestation déterminée en passant. Là. Vous en parlerez aux retraités de Nortel et d'autres. Oui, mais ça, c'est la loi, c'est la faillite qu'il faut changer, c'est différent. Il faudrait convaincre les banques. Mais revenons aux prestations cibles. Que ce soit une prestation cible ou un financement salarial, là, les cotisations sont négociées et sont fixes. Ouais. Si les deux ont les mêmes rendements, les mêmes expériences, on devrait, dans la vie de ces régimes-là, payer les mêmes rentes. Vous êtes d'accord? Même cotisation, même rendement. On paye les mêmes rentes. Ouais. D'accord? Ouais. OK. Dans un régime de financement salarial, on a le coussin pour l'indexation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence retraité, le rendre plus petite, puis on l'augmente. Dans une prestation cible, probablement, pour les mêmes cotisations, les mêmes rendements, le même argent, sûrement qu'on commence un peu plus haut, avec peut-être une expectative que la rente va bouger, mais peut-être à la hausse aussi, peut-être à la baisse. Mais ce que ça fait, c'est juste de distribuer le même argent, les mêmes cotisations, les mêmes rendements. On distribue le même argent aux mêmes retraités, mais différemment. Puis, probablement, de façon plus équitable pour ceux qui ont de malheur ou qui ont une espérance de vie plus réduite ou qui pensent vivre moins longtemps, ils vont en profiter comme les autres. C'est une question d'équité. Deux ou trois autres éléments. Dans les régimes à prestation cible que je connais, donc tous les régimes au Québec, à la retraite, au moment de la retraite, si le participant ne veut pas subir ou supporter ce genre de risque-là, bien, il peut prendre son argent. Puis, il a deux choix. Il peut l'envoyer dans un CRI, un REER, le gérer lui-même, ou il peut se garantir une rente avec cet argent-là. Donc, il y a des moyens aussi pour les retraités de gérer soit l'incertitude, si on veut absolument une rente certaine, ou même de gérer son capital s'ils veulent le faire. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier d'une prestation cible, c'est comme n'importe quel régime de retraite, comme le financement salarial, c'est de payer une rente à la retraite. Puis une rente qui est le plus équitable possible, puis qu'elle va réduire le moins possible, ça c'est sûr. Puis la façon que les régimes sont faits, tu as beaucoup plus de chances, puis je dis beaucoup plus de chances, que la rente augmente, que la rente diminue. Mais, tu sais, Claude, juste juste un élément. C'est plus facile de t'habituer à une augmentation qu'à une diminution. Parle-en au monde qui l'ont vécu, là, c'est tough en écœurant. Le défi dans ces régimes-là, puis je suis très d'accord avec toi, Serge, le défi de ces régimes-là, ça va être la communication. C'est Claudia, sur ce point-là que je m'en allais, OK, effectivement, sur la communication, parce qu'effectivement, un régime de retraite à financement salarial et un prestation cible, j'avais la même analyse que toi, Claude, même si on ne s'en était pas parlé. Tu verses les mêmes cotisations, tu as les mêmes rendements sur tes cotisations, c'est le même résultat. Il est juste distribué différemment. Et là, c'est là qu'on revient au conservatisme d'un régime de retraite à financement salarial, dans la mesure où les participants acceptent d'avoir une rente peut-être plus basse pour une indexation, dans l'espoir d'avoir une indexation, c'est très correct. Mais il faut le communiquer de cette façon-là. Et un ou l'autre, c'est pas si facile à communiquer. Je pense qu'un régime de retraite à financement salarial, mais là, c'est sans l'avoir encore assez vécu, là. Je pense qu'un régime de retraite à financement salarial est légèrement plus facile à communiquer qu'un prestation cible parce que les gens, si le point de départ est un régime à prestation déterminée, on leur dit « c'est comme ton prestation déterminée, mais tu prends pour acquis que l'indexation, elle n'est pas garantie, puis ça se peut que tu ne l'aies pas. » Une prestation cible, là, tu es obligé de gérer la communication quant à la flexibilité sur plusieurs points. Sur
les subventions de retraite anticipées, sur les rentes temporaires et sur l'indexation. Donc, ce n'est pas juste sur l'indexation. Donc, je pense que c'est un petit peu plus difficile à communiquer une prestation cible, mais ça, des enjeux de communication, il va toujours en avoir, puis il faut juste savoir qu'il faut que les participants comprennent très bien dans quoi ils s'embarquent et que les attentes soient gérées, finalement. L'autre chose que je voulais amener, j'ai oublié mon idée, on peut passer. On va y revenir. Mais le fait que, comme je le disais d'entrée de jeu, qu'une même personne peut passer maintenant, disons maintenant ceux qui ont un régime à prestation cible dans leur entreprise, qu'on puisse passer 2 fois à la caisse, c'est une possibilité réelle, ça, de pouvoir, d'avoir comme participant à hausser sa cotisation pour financer une mesure de redressement, et éventuellement, comme retraité, de voir sa rente diminuer. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de recul par rapport aux conditions d'ensemble de la retraite pour les personnes? Premièrement, il faut réaliser que les prestations cibles, là, dans la plupart des cas, sont bâties que la cotisation est fixe, là, même pour les employés. Donc, si jamais il y avait un coup dur puis qu'il fallait ajuster les prestations avant la retraite, la cible bougerait, mais elle peut revenir et elle a le temps de revenir avant la retraite. C'est une option aussi. L'autre élément, on pourrait bâtir un régime de prestations cible. Tu sais, je pourrais demain matin là, bâtir un régime de prestations cible. Il y aurait les mêmes caractéristiques que le régime à financement salarial, puis j'aurais la même sécurité. Puis là, je me dirais, est-ce que le niveau de sécurité est assez élevé? Peut-être que je le diminuerai un petit peu. Bien, tout ça pour dire que dans un régime à prestation cible, souvent, on va avoir un niveau de sécurité sur l'indexation, peut-être sur 50 de l'indexation, qu'on va préfinancer, mais pas. C'est le premier moyen qu'on va réduire avant de couper la rente. Puis augmenter les cotisations, ce n'est pas dans le design des régimes à prestation cible. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Étant donné que c'est quand même une disposition phare de la loi sur les régimes complémentaires de retraite, de ne pas couper les prestations. Est-ce que ce n'est pas un recul, quelque part, au niveau des politiques sociales? Oui, mais je voulais revenir sur la notion de c'est quoi une prestation. C'est parce que tu coupes de l'indexation ou que tu coupes la rente de base, c'est sûr que pour le participant, ça fait une différence. Il trouve que c'est complètement indécent de couper la rente de base, alors que c'est un peu moins problématique de couper l'indexation. Parce que tu n'as pas eu encore l'indexation. C'est ça. Fait que tu t'es pas habitué à ce niveau-là. Ben oui, mais tu ne l'as pas eu, puis l'indexation d'une année à l'autre, ça peut être différent dépendamment de l'inflation, mais ta rente de base, tu sais, je veux dire, tu l'as eu, tu as planifié ton budget en fonction des revenus que tu as, puis la journée où on vient t'ébaisser, il faut que tu revoies ça. C'est complètement différent. Mais l'autre chose que tu disais aussi, puis, je veux dire, ça n'existe pas, là, des régimes à prestations cibles au moment où on se parle au Québec. Au Québec, là. non. Bien, oui, dans le secteur des parts non, mais oui. Mais c'est une un secteur particulier, ad hoc. c'est fermé, c'est ad hoc, c'est un secteur. Mais le monde qui est ici, là, ça n'existe pas. Là, c'est pas une alternative qui peut leur être donnée. Et ce qu'on a actuellement comme instrument, ce qu'on sait, c'est que les employeurs, depuis 2008, ce qu'ils faisaient, ils instauraient des régimes à cotisation déterminée pour les nouveaux, en faisant le pari que bien, le monde n'iront pas en grève là-dessus parce qu'on ne vous touche pas personne à qui on présente ce régime-là. C'était facile pour eux autres, le rapport de... Malgré qu'il y a des héros qui sont allés en grève là-dessus, mais là où ça change, la journée où on va devoir plus de clauses orphelins parce que l'équité intergénérationnelle, je suis d'accord, c'est un principe. Ça ne peut pas être à moitié, là. Il faut que ça soit la totalité, tant pour les anciens que les nouveaux. Là, c'est différent. Quand l'employeur va venir voir les salariés, puis ils vont dire, bien là, on s'en va tous sur le CD, là, il va toucher à tout le monde. Là, le rapport de force va être un petit peu plus équilibré, puis l'employeur va y penser 2 minutes. Là, l'employeur, il y avait tout ce qu'il fallait. Il disait, voyons donc, pensez-vous vraiment que le monde va aller en grève? Après 2 semaines, ils vont dire, on va être en grève pour qui? On ne connaît même pas le monde qui vont venir travailler chez nous, là, puis on se bat pour eux autres. Là, ça va être différent, ils vont se battre pour eux autres. Et toi, Serge, tu as négocié beaucoup des conventions collectives, là? Oui. Quand les participants du CD deviennent la majorité, là, puis que l'employeur propose ça contre d'autres mesures dans la masse salariale, là, puis tu passes au vote, là, ça va te comment? Non, mais la différence, puis on n'en a pas parlé, puis il faut en parler. C'est parce que là, on est toujours dans la perspective, on va passer d'un PD à un régime à prestation cible. Moi, ça n'a jamais été mon approche. Un PD, là, c'est comme un auto, hein?
Tu peux avoir une petite auto qui vaut 18 000 puis tu peux avoir une auto de 120 000 Moi, dans toutes les négos que j'ai faites, là, quand il y avait un vrai problème dans le régime de retraite, on designait le régime à prestations déterminées différemment. Il n'était pas question d'avoir 2 classes de salariés. Puis on y allait toujours pour le service futur. Tu peux avoir un crédit de rente de 2 salaire final, tes 3 meilleures années. Tu peux changer ça. Tu peux changer tes règles d'indexation. Tu peux le designer autrement ton régime de retraite sans être obligé de passer d'un régime à prestations déterminées à un autre régime, à un régime CD. Et ce que je peux te dire là-dessus, pour l'avoir vécu, les dernières négociations, les derniers 10 ans qu'on a fait en négociation, les employeurs arrivaient puis ils ne voulaient pas revoir le régime à prestations déterminées. Ils disaient, on n'en veut plus de régime à prestations déterminées, c'est trop lourd, il y a trop de risques, il faut que les nouveaux salariés soient sur un régime où on n'a pas de risque. Donc, ils les amenaient sur un régime CD. C'est ça la réalité. Tu as raison, mais quand la CAQ, elle va dire plus de disparité Quand de qui, traitement... la CAQ? Ben, le gouvernement. OK, oui. Quand le gouvernement va dire... Le gouvernement de la CAQ. Oui, c'est ça. Quand le gouvernement va dire plus de disparité de traitement passé, il faut les éliminer. Oui, on va applaudir ça, nous. Vous allez applaudir. C'est sûr, c'est ça qu'on demande. Tous les employés vont retourner PD. On va se battre pour que les gens... En fait, là... J'espère que vous allez gagner. Non, mais on va se battre pour que tout le monde ait le même régime de retraite dans le futur. Vous n'aurez pas le choix. Ben oui, mais c'est la loi. Mais c'est parfait, c'est ça qu'on va faire. Ça va être le PD? Tout le monde s'entend là-dessus, c'est magnifique. Mais ça pourrait être un C'est CD. rare. Ben oui, ça pourrait être un CD, mais ça va être le rapport de force qui va le déterminer. Mais ce rapport de force-là... J'espère que ce ne sera pas un CD. Ce rapport de force-là va être plus équilibré qu'il l'est actuellement. C'est ça que je te dis. Ouais. Nous, il y a un principe sur lequel on est contre, c'est l'inéquité intergénérationnelle. D'ailleurs, on s'est battu avec Force Jeunesse. C'est Force Jeunesse qui se battait avec nous autres pour interdire des clauses de disparité de traitement. On a gagné à moitié, il faut gagner la totalité. Ouais. Mais là-dessus, Serge, tu dis que ça pourrait être un CD. J'espère que ce ne sera pas un CD. Bien non, on ne se battra pas pour avoir un CD. Ben non, puis les employeurs vont se battre pour que ce ne soit pas le PD pour tout le monde. Fait qu'il va falloir aboutir quelque part dans le milieu à beaucoup d'endroits. Ils vont avoir ceux qui ont vraiment des problèmes. Parce que, regarde, il ne faut pas que ça soit idéologique. Non, il ne faut pas que ça soit idéologique. Tu sais, je regarde, là... C'est pas idéologique, c'est une loi. Non, mais le lockout qu'il y a actuellement, là, à Bécancour, là, hein? Le régime de retraite, là, solvabilité, la capitalisation est parfaite. Parfaite. L'employeur t'en demande de modifier le régime de retraite pour les prochains employés. Là, ils ne peuvent plus. La loi est échangée, ils ne peuvent plus le faire, là. Mais la journée où les deux parties sont de bonne foi, ils s'assoient, parce que ça fait partie de l'enveloppe, ça fait partie de la masse salariale, puis que tu as un vrai problème de financement, ça coûte trop cher, bien, tu regardes comment tu répartis ça. Puis il y a toute la place nécessaire dans un régime à prestations déterminées pour le réaménager en fonction de la capacité de payer et des participants et de l'employeur. Parce qu'on peut jouer aussi sur le financement. Là, qui finance? Tu sais, anciennement, dans le secteur manufacturier, les régimes de retraite étaient financés beaucoup par les employeurs. Bien, moi, je pense qu'il y a des travailleurs qui sont prêts à cotiser dans un régime à prestations déterminées pour s'assurer de maintenir un régime à prestations déterminées. Donc, je ne pense pas qu'un outil supplémentaire, qu'un nouveau régime de retraite vienne honnêtement régler le problème. Pour conclure d'une manière élégante, puis ramasser les affaires... Ben, tu trouves-tu qu'on est plus élégant? Non, non, pas du tout. Quand on parle de lockout, c'est pas que ça dégénère, mais si j'avais à vous demander de ramasser donner une réponse à la question, est-ce que les régimes de retraite à prestations cibles sont nécessaires? Est-ce qu'au Québec, on est mûr pour ça, ou si, au contraire, on a tout ce qu'il faut pour opérer? Claudia. Je vais remettre en cause le mot « nécessaire ». Nécessaire, c'est un mot très fort. Ça veut dire que c'est une nécessité absolue d'en avoir. Non, tout ce qui est absolu est exclu, là. Moi, je ne pense pas que c'est une absolue nécessité. Est-ce que ça ajoute une possibilité? Ça ajoute un outil supplémentaire dans le coffre à outils? Oui, clairement. Puis encore là, on revient ici, on repart d'un point de départ qui est un CD, ou qu'après une éventuelle loi sur la disparité de traitement
On en vient à un plan A qui est un CD? Oui, je pense que les prestations cibles, dans ce cas-là, je ne vais pas employer le mot nécessaire, mais est certainement une solution à envisager, est une solution peut-être appropriée dans certaines circonstances, souhaitable probablement. Bien sûr, sur le point de vue de l'équité intergénérationnelle, oui, ça donne des outils. Ça donne des outils parce que, et puis là, Claude pourra être plus précis que moi là-dessus, là, sur les mécanismes, comment ça s'opérationnalise, là. Mais moi, ma perception des prestations cibles, c'est que quand survient un élément défavorable, on ajuste immédiatement, à moins que ça soit très minime. Là. Mais un événement défavorable un peu significatif, on ajuste immédiatement. Fait que les ajustements auxquels Serge réfère de dire on coupe la rente de 15 %, moi, ma perception, c'est que dans une prestation cible, on va couper à pas mal moins que ça, parce qu'on va faire des ajustements fréquents, puis idéalement, qui ont moins d'ampleur. Fait que ça fait moins mal. Puis, quand ça fait moins mal, quand il y a des ajustements fréquents au moment où les événements défavorables surviennent, bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'équité générationnelle? C'est qu'on ajuste ceux qui sont là en ce moment. Là. Et ça veut dire qu'on pénalise, entre guillemets, si c'est un ajustement à la baisse, on pénalise ceux qui sont là. Puis si c'est au contraire favorable, bien, on améliore ceux qui sont là. Pas on ne diffère pas de 20 ans, 25 ans les effets. Et ça, c'est un problème des régimes à prestations déterminées traditionnels. Donc, oui, dans ce sens-là, je pense que c'est un outil approprié. Maintenant, par rapport à un autre type de régime, comme le régime de retraite à financement salarial, là, on en revient à la question de conservatisme. Je pense que les deux outils peuvent être très intéressants dans la mesure, si on se retrouve dans une situation où on fait face à un employeur où il dit « Moi, le PD, là, il n'y en est juste pas question, puis on n'y arrivera pas. » Puis sans négliger la force, là, le rapport de force, là, il y a peut-être les deux qu'il faudra pondérer, prestations cibles, régime de retraite à financement salarial. Et là, il faudra voir comment les participants sont prêts à vivre avec un conservatisme dont on a parlé, là, de se créer une grosse réserve d'indexation. Puis là, tu as peut-être du monde qui vont gratter, là, qui vont dire « Hi, elle est belle la réserve, mais on n'a pas l'argent. » Donc, c'est là. Puis encore là, moi, je n'ai pas de préférence nécessairement pour un autre. Je suis pour une mise en place qui va refléter les besoins puis les souhaits des participants. Claude? J'aimerais juste apporter une nuance dans tout ce qu'on discute. Évidemment, secteur public versus secteur privé. Là. Je pense que dans le secteur public, les prestations déterminées sont là pour rester, en tout cas pour l'instant, puis pour l'avenir que je peux voir. Là. On parle vraiment du secteur privé ici. Okay? Le secteur privé, il faut réaliser qu'au Canada, il y a 1 travailleur sur 8 qui a un PD présentement. C'est quand même pas beaucoup. Comme Serge, puis j'ai été interviewé sur cette question-là en 2016, je me rappelle, quand il est arrivé les nouvelles règles de financement dans le secteur privé, j'aurais souhaité ou rêvé, disons, que ce soit un coup d'élan pour qu'on réussisse ensemble à se négocier des nouveaux régimes de retraite à prestations déterminées dans le secteur privé. Je ne l'ai pas vu encore, je ne l'ai pas mesuré. J'ai même vu le contraire depuis 2016, des régimes de retraite qui étaient ouverts, qui se sont fermés, en tout cas jusqu'en juin passé, qui se sont fermés pour les nouveaux participants. Alors, pour moi, c'est un constat d'échec, cette loi-là, malheureusement, mais je pense que la loi est adéquate. Alors, si vous voulez négocier des nouveaux régimes à prestations déterminées, quand la disparité de traitement va arriver, je pense que le cadre de financement dans le secteur privé au Québec, il est tout à fait adéquat, même que les autres qui nous copient. Ouais. Il est juste arrivé trop tard, malheureusement. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je pense que ça me fait peur un petit peu. Dans le secteur privé, j'ai dit 1 travailleur sur 8 a un PD. Puis dans la plupart des cas, j'ai l'impression que dans ces entreprises-là, le nouveau participant arrive puis il est dans un CD. Alors, le débat va devoir se faire dans chacune de ces entreprises-là, quand le gouvernement va dire on arrête la disparité de traitement existante. Et là, le débat va se faire. Si la réponse est binaire, c'est PD versus CD, je souhaite
qu'on gagne, que ce soit du PD le plus possible, mais j'ai bien peur qu'il y ait un grand nombre d'endroits, surtout là où ça a été fermé depuis longtemps, où c'est le CD qui va l'emporter. Alors, pour cette raison-là, je pense que la prestation cible est un outil intéressant avec ce qui s'en vient au Québec. Bien, je ne serais pas surpris. Moi, je pense que non, on ne devrait pas le mettre et on va tout faire pour convaincre le gouvernement du Québec, comme on a fait pour convaincre le gouvernement Trudeau de reculer, là. Le projet de loi 27 ne verra jamais le jour au fédéral, là, parce qu'il y a des règles de financement. On a donné l'exemple du projet de loi 57 qui peuvent être amenées pour corriger la situation. Et moi, je pense que non, il n'est pas trop tard. Il existe déjà plein d'instruments. Hein? On a régime PD, régime CD, RRFS, qu'il ne faut pas oublier. Et l'autre avantage du RRFS par rapport au régime à prestation cible, c'est un régime multi-employeur. Ce n'est pas négligeable, ça. Donc, la pérennité de ce régime-là va juste croître année après année. On a commencé avec une trentaine de participants, puis on est rendu avec plus de 12 000 participants. C'est un régime qui permet à des groupes de 10 employés d'avoir un régime à prestation déterminée. Il ne s'en est pas négocié dans les 50 dernières années des régimes à prestation déterminée pour un groupe de 10 employés. Hein? Puis honnêtement, c'est là-dedans qu'on doit aller pour le futur. Parce que quand tu dis, puis je suis d'accord avec toi, il y a un employé sur 8 dans le secteur privé qui a un régime PD, puis la plupart, c'est des grands employeurs. Là. Hein? Donc, il faut aussi, puis on a notre lot de PME au Québec, il faut pouvoir mettre des instruments en place qui vont permettre à des gens qui travaillent dans des petites et des moyennes entreprises d'avoir un régime à prestation déterminée. Et le RRFS fait exactement ce travail-là. Donc, c'est sûr qu'on doit privilégier un RRFS. Je sais que mes amis de la CSN, eux autres, sont d'accord avec un régime à prestation cible parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de mettre en place un régime de financement salarial. Mais tantôt, tantôt mon ami Bernard Morancy disait « Ah, Serge, à 60 ans, il est-tu trop vieux, il va prendre sa retraite? » Non, mon projet, là, je ne me représente pas comme secrétaire général. Je vais m'en aller à l'enseignement. Je vais être syndicat à la FNEC. Je vais me présenter contre Jacques Letourneau l'année prochaine. Puis je vais emmener le monde au régime RRFS. Bon. Vaste programme. C'est un premier tour du potager. La parole est à vous maintenant. Je vais prendre des questions, des commentaires, idéalement les plus succincts possibles pour qu'on puisse prendre plusieurs personnes. Vous dites le nom de la personne à qui votre question est adressée, idéalement. Voilà. Donc, on a jusqu'à 15 heures là, pour prendre des questions. Monsieur, micro 2. Oui, bonjour. Guy Deblois du SCFP. Ma question s'adresse aux trois panélistes. Madame Gagné nous parlait en début de présentation là, de la flexibilité nécessaire là, dans les régimes de retraite. Puis c'est sûr qu'on est obligé de constater que souvent, quand un régime frappe un mur qu'il y a des problèmes, bien, généralement, on jette le bébé avec l'eau du bain puis on transforme complètement. Puis si on souhaite revenir à rebours dans les années qui suivent, bien, c'est 6 mois, 1 an de grève pour revenir à ce qu'on avait avant. Tout ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à une flexibilité qui permettrait, par exemple, un régime de retraite qui frappe un mur? Bien, quand tu arrives à ta retraite, tu aurais, je ne sais pas, 30-35e de ta retraite à prestation déterminée, puis 5 ans qui seraient sous la formule RRFS, CD, peu importe, mais de bouger à l'intérieur d'un régime pour l'espace, mettons, d'une évaluation actuarielle, la formule, parce qu'on a vraiment à rattraper quelque chose. Je comprends qu'il y a des complexités, là, mais au-delà de ça, d'avoir un régime qui pourrait être flexible comme ça, mais qui reviendrait automatiquement à PD. Parce que pour moi, il y a juste la prestation déterminée qui est un régime de retraite. Toute autre formule, ce n'est pas un régime de retraite, c'est une façon d'économiser de l'argent sur une base personnelle. Fait qu'essentiellement, est-ce qu'on pourrait penser à une formule qui serait plus hybride, qui permettrait, à travers la vie d'un régime, de changer de formule quand il y a vraiment des problèmes? Merci. Bien, peut-être, je peux juste dire, donner un exemple concret. Moi, j'ai eu à négocier à l'époque que les employés de la Banque Laurentienne avaient des bonnes conditions de travail. Il y a un régime à prestation déterminée et il y avait un vrai problème dans le régime. Et on a décidé pour un certain nombre d'années d'ajouter un volet CD, mais c'était hybride, c'était pour tout le monde, mais uniquement pour le service passé. Et quand le régime était mieux, on est revenu. On a changé la portion du volet CD pour augmenter
le régime à prestations déterminées. Donc, c'est possible. C'est possible de le faire actuellement avec la législation qui existe, là, d'ajuster en fonction. Mais tout le monde, ce qui est fondamental, il faut que tout le monde soit sur le même régime, puis tu ne peux pas revenir rétroactivement sur les années antérieures. C'est le principe qui est fondamental. Serge a répondu. Monsieur, au micro 2. Oui, bonjour. Régent Michaud, Institut professionnel. Tout d'abord, j'aimerais remercier les panélistes de votre débat parce que c'est intéressant d'avoir un débat quand tout le monde ne pense pas pareil. C'est vraiment l'essentiel d'un débat. Ma question est assez simple. S'adresse à M. Cadieux. Vous avez déclaré à la fin là, que C27 ne verra jamais le jour. Est-ce que vous êtes sûr de ça que j'annonce ça à mon nom? Bien, sûr de ça, tu sais. Comme c'est sûr la promesse d'un politicien, là, le ministre des Finances nous dit que ça ne sera pas ramené. Donc, tant que ce gouvernement-là nous a dit qu'il ne ramènerait pas C27. Donc, mais il y a des élections. Là. Qu'est-ce qui peut arriver? Là? C'est ce que je peux vous dire. OK, merci. Monsieur, au 3. Bonjour, SFP 2815, dans le secteur privé, par contre. Le SFP a une branche privée dans la communication, donc on a un CD qui est administré comme un PD, c'est-à-dire qu'on a un comité qui gère les gestionnaires de placement, c'est pas de l'auto-placement. Donc, vous comprendrez qu'on n'a pas de problème au niveau de la gestion et tout ça, parce qu'on l'a pris comme un CD. Bien entendu, dans le giron québécois, c'est le décaissement, la responsabilité qu'un employeur pourrait avoir lors du décaissement qui a un problème. Ce que je comprends pas, c'est que dans tous les projets que vous avez, je faisais partie de C27, on était premiers, on avait notre projet, on s'en allait prestations cibles si ça arrivait. Et c'était un moyen de pression, parce qu'on était à l'inverse du SFP, mais parce qu'on améliorait. Et on a dit, on va flaguer comme quoi on va être les premiers à y aller. Pourquoi? Parce que l'outil de décaissement, l'employeur, il en veut pas. Il ne veut pas avoir la responsabilité fiduciaire, administrative, avec toutes les conséquences qui viennent, même si on y prouve qu'il n'y a pas de problème. Donc, on avait une problématique chez nous. On a un CD qui est géré comme un PD. On est responsable, on est paritaire. L'indépendance, c'est le syndicat qui le nomme. Moi, je suis le président de mon fonds de pension, je suis le trésorier du syndicat. Vous n'en voyez pas beaucoup de fonds de pension qui sont à manger de même. Les 2 VP sont syndicales, viennent du syndicat. On a toutes les possibilités de prendre des décisions quand c'est les bonnes pour nos membres. Le volet qui nous manquait, c'était l'outil de décaissement. On s'est viré de bord, on est allé négocier, on a un outil de décaissement maintenant, il coûte légèrement le double en moyenne que l'outil d'accumulation. Notre outil d'accumulation est à 0,6 de frais, l'outil de décaissement est à 1,2, tout frais confondus. Donc, il y a moyen d'avoir des PD qui sont rentables. C'est toujours le congé de cotisation qui vient tuer un PD. Ça a toujours été ça, puis ça va toujours l'être. Quand on vient voir les travailleurs et on leur demande d'augmenter, que ce soit une prestation cible, que ce soit un PD, un RFS, si on touche, quand on se sent à l'aise à l'entrée, bien on se démolit au futur. Et c'est ça qui fait les gaps intergénérationnels. Parce qu'en réalité, si on paye toute la même affaire, même quand ça va bien, ça fait juste faire du bon pour tout le monde. Donc, c'est ça. Ça n'a jamais été adressé sur ce bout-là. Nos employeurs nous disent que ça coûte trop cher. Mais quand ils faisaient du 22 là, puis qu'ils se donnaient des congés de cotisation, là, on ne serait pas là aujourd'hui. Là. Moi, je sais bien que mes parents ils ont payé leur maison 4 500 $. Aujourd'hui, essayer d'acheter une maison à 4 500 $. On a des problèmes intergénérationnels. On s'endette pour le restant de notre vie pour avoir une demande. Donc, c'est tout ce principe-là que je trouve qu'une prestation cible, il fait la job parce qu'on a manqué. Il fallait qu'on se mêle de nos affaires, il fallait qu'on siège sur ces comités-là, il fallait qu'on soit au pouvoir de ces comités-là. Est-ce que c'est une situation fréquente, courante? Est-ce que c'est un argument que vous entendez, ce genre de situation-là? Qu'est-ce que ça... Il y a une situation intéressante que, si j'ai bien compris, un régime à cotisation déterminée, mais que l'employeur ne veut pas se prendre la responsabilité fiduciaire sur le décaissement. On sait que les législations maintenant permettent plus de flexibilité sur le décaissement. Puis les régimes à cotisation déterminée d'envergure, là, ça demeure un véhicule en termes de frais qui serait intéressant à continuer d'offrir
aux participants. Mais les régimes ne sont pas obligés de le faire, là. Moi, je pense qu'il faut continuer à mettre de la pression pour que les employeurs acceptent ce supposé risque fiduciaire. Moi, je pense qu'il y en a qui ont peur d'avoir peur dans cette question-là. Il y a des gros régimes de retraite aux États-Unis qui sont très bien structurés pour faire le décaissement, puis même offrir aux participants le niveau de risque qu'ils souhaitent sur son décaissement. Qui peut ressembler à une rente viagère, qui peut aller Qui jusqu'à une ressemble rente à une rente viagère, mais qui est variable. Évidemment, plus tu veux qu'elle soit garantie, plus elle est petite, là, évidemment, plus elle est basse. Mais en même temps, tu continues à profiter des économies d'échelle qui sont importantes. Parce que si les participants d'un régime CD, évidemment, on sait qu'ils sont en bas de l'échelle, là, mais si en plus, on les oblige à sortir leur argent à la retraite, puis à les mettre ça en caisse populaire à 2 puis 2,5 de frais, on est vraiment en bas du bas de l'échelle. Là. Serge, est-ce que... Non. Je voulais juste commenter sur l'implication des participants à leur régime. Là. Ça a été évoqué un peu dans le commentaire. Je pense que ce soit n'importe quel type de régime, j'adhère au principe que les participants devraient s'impliquer encore plus dans la gouvernance de leur régime puis dans l'administration de leur régime. Quand on a des comités qui sont plus diversifiés, les enjeux sont amenés à la table, puis c'est discuté, puis la très, très grande majorité du temps, c'est positif. Donc, j'encourage les gens à s'impliquer. Puis c'est sûr que des régimes de type RRFS et prestations cibles permettent ça, puis même permettent soit une plus grande implication ou presque la totalité du pouvoir qui est dans les mains des participants. Donc, et puis, on l'observe sur les comités où c'est le cas. Il y a des jeunes participants qui veulent être sur les comités de retraite, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Une question au micro 1? Bonjour, un commentaire puis une question. Denis Bergeron, Débardeur de Montréal. Madame Gagné a parlé qu'il y avait une certaine gêne au niveau des surplus dans les bonnes années. Pourquoi, au lieu de s'embarquer dans une indexation, on ne ferait pas tout simplement un 13e chèque qui réglerait un problème temporaire peut-être? Et ma question, c'est plutôt pour les PC, les nouveaux prestations cibles. Est-ce qu'il est prévu, parce qu'on sait que de ces temps-ci, les réserves sont plus à la mode qu'il y a quelques années, s'il est prévu justement pour pas, qu'est-ce que Mme Gagné disait encore, elle aussi, tantôt, qu'il y ait des fluctuations plus fréquentes, et des décisions à prendre plus fréquentes. Est-ce qu'il y a des réserves qui sont prévues ou des règles qui sont prévues pour ça? Bien, écoutez, on est au début des travaux. Il n'y a pas de projet de loi. On n'est pas rendu là encore au moment où on se parle. C'est très embryonnaire, là. Je ne pourrais pas vous dire à quoi ressemblerait au Québec s'il y avait un projet de loi qui serait déposé sur un régime à prestation cible, là. Ce serait quoi exactement les marges pour assurer qu'il n'y ait pas une trop grande fluctuation des cotisations dans le régime? C'est prématuré de vous le dire. Là. Okay, parce que, comme vous avez dit tantôt, c'est bien plate d'augmenter, mais c'est bien le fun d'augmenter, mais c'est bien plate de baisser. Ouais. Si on inclut une réserve, bien, ça empêcherait peut-être, en tout cas, de faire ça trop fréquemment. Ouais. Mais là, on travaille fort pour pas qu'il y en ait. Merci. Peut-être sur la question des réserves, évidemment, on ne connaît pas de projet de loi qui n'est pas écrit, là. Mais il y a des régimes à prestations cibles qui existent présentement. Il y a dans les papetières au Québec, il y a une réserve sur le taux de cotisation qui est de l'ordre de 15 qui est statutaire, il est fixe. Il n'y a pas de réserve minimale sur le passé. Mais si à chaque dollar qui rentre, tu as un 15 de réserve, bien, il se bâtit 15 de réserve automatiquement dans le passé. Puis avant que tu aies réduit les prestations, il faut que ce 15 $-là soit rendu à zéro. Donc, évidemment, la probabilité de réduire, ce n'est pas encore arrivé, puis la probabilité de réduire est relativement faible. Créer des chèques avec les surplus, c'est intéressant parce que la loi de l'impôt le permet. On appelle ça une distribution de surplus. Puis c'est probablement une des façons les plus
équitable de distribuer un surplus. Là. Et Mais simple ce d'administration. n'est pas nécessairement l'objectif premier d'un régime de retraite, mais c'est probablement une façon très équitable de distribuer un surplus. C'est sûr que du point de vue du participant, un 13e chèque, ben, c'est comme un boni, là, tu l'as, mais c'est ad hoc. Une indexation ad hoc, même si tu as le mot ad hoc dedans, elle reste dans ta rente. Maintenant, ta rente est rendue à un certain niveau, donc c'est quand même plus pérenne comme augmentation, même si l'indexation elle-même est ad hoc. Oui, puis dans l'idée d'un régime de retraite, en tout cas dans ma perception, tu vas garantir une rente à quelqu'un et tu mets tes économies en commun. Et bien, il y a des années qui vont avoir des surplus, mais il y a des années qui vont avoir des déficits. Puis, comme participant, ce que tu souhaites, c'est quand tu vas être à la retraite, il n'y a pas de fluctuation. Tu as la rente qu'on t'a promise. Donc, je ne serais pas nécessairement favorable qu'on distribue des surplus dépendamment, parce que c'est très, très conjoncturel, ça. Ouais. Une dernière question? Éric Dion du 4250 SCFP. On parle de régime de retraite pour les 4/10 des employés syndiqués particulièrement. Est-ce que l'avantage du RRFS par rapport au régime de retraite à cible serait pas de permettre une mobilité des travailleurs, des jeunes travailleurs qui pourraient changer d'entreprise en conservant les acquis? Parce que lorsqu'il y a un transfert inter-régime de retraite, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent en bout de ligne. Ce n'est pas nécessairement l'avantage du régime à financement salarial, c'est l'avantage que le régime à financement salarial est inter-entreprise, multi-employeur, donc qui est sectoriel. Et ça, Serge l'a dit tantôt rapidement, mais c'est un gros avantage d'avoir des régimes de retraite qui sont beaucoup plus importants, imposants en termes d'actifs. Ça nous permet plus de choses dans les politiques de placement, des meilleures économies d'échelle, Des coûts. des coûts moins élevés. Des coûts moins élevés dans ce genre de régime-là, c'est des rentes plus élevées, c'est direct, c'est très important. Il ne faut pas négliger le pouvoir de l'intérêt composé. Alors, 0,5 de moins de coûts par année, c'est un bon 10 de plus à votre retraite là, sur votre rente. En Ontario, il y a des régimes qui commencent à se regrouper justement pour aller chercher le pouvoir de ce levier-là. Donc, que ce soit un régime à financement salarial, que ce soit un régime à prestations cibles, la force du nombre est super important. Puis, plus vous allez mettre des employeurs, des industries ensemble, plus ça va être puissant comme outil. Très bien. J'espère que ce panel-là vous a donné 3-4 outils là, pour vous préparer au débat au Québec qui s'en vient. On va espérer que ce débat-là soit large. À l'Observatoire de la retraite, nous, on dit que les questions techniques sont importantes, mais ne sont pas essentielles, au sens où c'est toujours des choix de société qui doivent trancher à la lumière de la part des experts. Puis on va espérer que ce choix de société-là soit à la lumière des débats, puis que ces débats-là fassent intervenir plusieurs points de vue, comme on l'a eu, je pense, aujourd'hui. Alors, je voudrais remercier nos panélistes pour cette excellente prestation. Je vous remercie beaucoup.